Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises et des organismes aujourd'hui à l'ère du numérique. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi Madame Geneviève Fecteau du Centre d'action bénévole de Montréal. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode vous est offert par Yapla, la plateforme tout en un pour vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Première des questions, Geneviève, parce que tu m'as permis de te tutoyer quand même d'avance. C'est vraiment apprécié. Je t'en remercie beaucoup. Écoute, est-ce que c'est ta première journée Yapla Impact? Oui, tout à fait. Première fois que tu viens Première ici. fois que je viens à cet événement, oui. OK. Puis vous êtes des utilisateurs de Yapla ou? Oui, tout à fait. On a adhéré à Yapla il y a quelques mois. OK. Relativement récent quand même. C'est quand même assez là. récent, oui, avec l'organisme avec qui je suis aujourd'hui, mais j'étais déjà vendue parce que j'avais déjà... Avec une autre vie avant ça. Exactement. Là. Donc, c'est une récidive pour moi. Ah, génial, génial, j'aime ça. Fait que tu connais un peu les valeurs avec Yapla. Voilà. Moi, j'apprécie beaucoup la compagnie. Pascal aussi, qui est devenu un ami au fil du temps. Puis, tu sais, une des valeurs, ça paraît, c'est la communauté. Il y a vraiment plein de monde ici aujourd'hui. Je compte lâcher mon téléphone. Là, il est rendu 11 heures. Puis faire des rencontres, aller voir parler aux gens. C'est mon intention. Première des questions, Geneviève. Tu m'as dit que tu avais eu une vie aussi avant le Centre d'action bénévole. On va y revenir par la suite. Je suis curieux de te connaître un peu plus. Tu es une fille qui vient de où? Oui. Tu as fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à te rendre comme, si je ne me trompe pas, directrice générale du Centre d'action bénévole de Montréal? Oui, c'est un beau parcours. J'en suis assez fière. OK. Il fut un temps où je le trouvais éclectique. Je ne comprenais pas. J'avais un peu de mal à l'expliquer. Mais maintenant, tout fait son sens. J'ai un parcours. Premièrement, je suis graduée de l'École des relations industrielles. OK. Et donc, je visais la transformation sociale par la voie de la gestion. C'était ma première visée. Par contre, j'ai aussi étudié en travail social. Donc, on voit ici mon petit côté mini-whip. OK. Côté givré, un côté nutritif. Donc, c'est de là que je viens. OK. Et tout ce parcours m'a amené à tout d'abord à être intervenante de première ligne. Ensuite, des postes de gestion intermédiaire pour m'amener à être impliquée dans un domaine qui m'intéressait, qui est énormément, qui est universel, qui est la santé mentale. OK. C'est un milieu, un écosystème infini où j'ai vraiment trouvé ma place pour pouvoir y apprendre énormément et y mettre ma marque au niveau de la gestion aussi. Suite à ça, en fait, c'était un parcours assez riche. Point de vue de la transformation, point de vue de l'innovation, point de vue de l'implantation de programmes et tout ça, bon, ma feuille de route se dessinait de plus en plus. OK. Et ensuite, j'ai voulu prendre une petite pause. Je pensais prendre une pause de plusieurs mois puis changer de domaine. J'ai eu un coup de foudre par la mission du Centre d'action bénévole de Montréal qui recherchait une direction générale. Quand j'ai découvert ce merveilleux monde-là, la solidité de la gouvernance la pertinence et l'intersectorialité de la mission, j'ai décidé de me lancer plus tôt que prévu. De lâcher un petit peu le break que tu t'étais permis pour toi-même. Exactement. De te réimpliquer socialement dans cette belle cause-là. J'ai mis tout mon cœur et puis je ne regrette aucune seconde. Ça va faire bientôt 2 ans. Oh wow, déjà quand même, là, ça va assez... C'est récent, mais quand même. C'est cool parce que tu m'en parles, Geneviève, là, puis t'as tellement le sourire puis les petites étoiles dans les yeux qu'on dirait que t'es dans lune de miel, puis ça fait seulement 2 mois que t'es revenu, mais vrai. tu me dis que ça fait 2 ans. C'est quoi le secret comme gestionnaire avec une organisation comme ça pour garder cette... flamme-là, cette passion-là allumée. Tu sais, présentement, on est assis sur le bord du foyer de notre beau shack numérique. Bon, aujourd'hui, c'était comme plus humide dehors. C'est une journée d'automne, enfin, qu'on en a une pour vrai. Mais qu'est-ce que tu as autant dans ta vie personnelle que peut-être professionnelle comme réflexe, comme routine de gestion pour mettre des bûches dans ton feu, pour m'en parler de même, pour faire en sorte de l'avoir, cette petite étincelle-là, même après 2 ans, comme si c'était ta lune de miel. Ou même 10 ans. Ou même 8 ans dans mes si années ça précédentes. perdure autant, tant mieux. Je n'ai pas quitté par manque de passion ailleurs. En fait, c'est une passion humaine. Hein. C'est la passion des humains. Et la passion est toujours cette volonté de vouloir changer le monde et de toujours apprendre.
OK. Donc, les relations avec les personnes et la possibilité d'avoir un impact sur ma société, sur le monde d'une échelle locale, régionale, provinciale, canadienne, mondiale. Alors, c'est toujours ça que qui m'allume. Donc, le matin, il faut que je sente que je vais avoir des rencontres humaines significatives et que je vais pouvoir apprendre et transformer quelque chose. Avoir un impact sur le changement. Exactement. Là. OK. Ah, ben j'aime ça. Puis ça, tu le retrouves présentement. Absolument. À l'organisation. À tous les jours. J'adore ça. Ben écoute, on écrit ça, là, faire des rencontres humaines, apprendre à tous les jours. Je pense que c'est Charles Aznavour que j'avais vu en spectacle avant malheureusement son décès. J'avais amené mes parents à Montréal, là, pas trop long. Puis il l'avait dit, là, tu sais, être vieux, c'est juste c'est dans ton cœur que ça se passe, ce n'est pas un chiffre. Puis le meilleur moyen, c'est de continuer à apprendre quelque chose de nouveau à chaque jour pour garder jeune. Fait que pour demeurer jeune. Donc, super belle chose. Revenons au Centre d'action bénévole. Oui. J'aimerais comprendre quelle est la mission de cet organisme-là, quelle est la valeur que vous apportez dans la communauté à l'heure actuelle? Oui, bien, à l'heure actuelle, mais je peux te dire premièrement... Et futur aussi, ou passé, là? Bien, tout d'abord, on est né en 1937. Hein? Alors, c'est attends une minute, en 1937. Exactement. Donc, pour t'amener à ce qu'on est aujourd'hui, il faut quand même qu'on comprenne que c'est un mouvement social. L'action bénévole, et on est né d'un noyau de femmes, premièrement, qui voulaient faire sa part au niveau de l'aide provenant de la communauté par et pour. Donc, c'est vraiment l'essence du Centre d'action bénévole qui est toujours demeuré, qui est vraiment encore notre guide. Donc, évidemment, l'écosystème a évolué. Il y a beaucoup d'organismes qui font de l'action bénévole, donc qui recrutent ou qui encadrent des bénévoles ou qui fonctionnent 100% bénévoles. Donc, c'est devenu vraiment quelque chose de très répandu. Puis d'ailleurs, on pourrait le dire, hein, je pense que on ne se serait jamais sorti de la pandémie, par exemple, sans les bénévoles. Oui, absolument. Donc, le bénévolat, je pense qu'on a compris que c'était important. Mais ce que le Centre d'action bénévole de Montréal apporte aujourd'hui, cette valeur ajoutée-là, c'est un type de leadership au niveau de l'accompagnement, et au niveau d'une reconnaissance des gestes, autant des personnes qui donnent de leur temps, des personnes qui les accueillent et des personnes qui reçoivent leur aide. Donc, c'est une approche d'accompagnement qu'on apporte. Et bien évidemment, on a une belle feuille de route, donc on a énormément d'expérience, mais encore une fois, on apprend toujours. Donc, on suit beaucoup l'évolution, évidemment, pour parler du niveau de l'éthique en bénévolat et aussi pour faciliter toujours mieux ces rencontres-là et suivre l'évolution de la communauté. Donc, le bénévolat n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 5 ans. C'est clair. Qu'il était il y a 25 ans et même là. Puis avec nos strates de population, comme on sait ce qui arrive aussi, j'espère qu'il va en avoir de plus en plus. On a besoin de toutes ces personnes sages-là qui ont plein d'énergie, qui se gardent en forme encore, qui redonnent à la société. Mais il faut un lieu dans la société qui donne un lieu de carrefour, un lieu où on peut se déposer, pas juste, réfléchir, évidemment, pour faire mieux, mais un lieu où on peut provoquer des rencontres qui sont peut-être pas toujours probables ou qui se font pas toujours d'une façon très naturelle, parce que la vie va vite aussi. Donc, on se veut être le lieu de facilitation physique ou pas, entre plein d'acteurs du milieu. Donc, il y a des bénévoles de tout acabit. Il y a des entreprises qui font du bénévolat aussi. Absolument. Et il y a plein d'organismes et d'entreprises et d'organisations publiques qui ont besoin du bénévolat pour survivre, pour pouvoir donner... que ça soit la Guignolée, Nez Rouge, Name-it, il y en a plein. Je donne ceux que j'ai déjà participé qui me viennent en tête. Oui. Mais en fait, vous autres, vous allez apporter via ce lieu de partage-là de la mise en relation, pouvoir apporter du manpower, je ne sais pas comment dire en français, un épaule à la roue, là, de la force. Vive, Vous apportez des bénévoles, en fait, dans les organismes qui en ont besoin, mais de manière structurée. Et puis, vous remettez un cadre d'éthique aussi pour donner, j'imagine, une certaine cadre de gestion du bénévole. Absolument. C'est super important, ça, pour vrai. Oui, on a deux côtés. On a le côté qui accompagne la personne qui pense faire du bénévolat ou qui n'a pas encore pensé faire du bénévolat. Donc, on aide la personne à faire un cheminement pour comprendre c'est quoi ses besoins, ses capacités, ses à ce niveau-là, on a un souci de l'individu. Ton bonheur que tu recherches ou ton petit quelque chose de faire du bénévolat, on veut le comprendre pour être sûr de trouver le bon fit. Exactement. Wow. Donc, ils le font avec des humains chez nous, par et pour bénévoles, ou grâce à nos outils numériques, on va en parler un peu plus tard.
Ou encore, je vais là après, mais moi, là, je veux comprendre la ration. Par les numériques. Et de l'autre côté, il y a l'aspect de l'accompagnement des gestionnaires et des structures bénévoles qui ont besoin, évidemment, d'un coup de main pour s'outiller parce que ça se fait pas. On ne fait pas juste accueillir un bénévole puis lui dire, bon, tu coupes c'est une spécialité en soi, là. Oui, absolument. Il y a des façons de faire, il y a des règles de l'âge certains. Sans dénaturer le geste humain. On ne veut pas institutionnaliser pour rien, mais on veut le rendre justement le plus efficace et le plus agréable pour tout le monde. Donc, il y a des cadres à respecter. Il y a des compétences à développer en tant qu'organisme ou gestionnaire qui reçoit les bénévoles. Et on est là pour ça, pour les accompagner dans ce développement de coffre à outils-là. Est-ce qu'il y a brièvement des règles d'or à savoir quand tu accueilles un bénévole dans ta cause, dans ton organisme ou peu importe? Y a-t-il des façons de faire qui sont, OK, voici ABC, mettons, à haut niveau quand j'ai à gérer un bénévole? C'est quoi? Bien, la première chose est l'accueil. Hein? Non, je recule encore plus. La première chose, c'est d'avoir attiré ou sélectionné la bonne personne pour ton poste ou ton rôle bénévole. Attraction, là. Mais tu ne prends pas n'importe qui va cogner à ta porte dans le sens où tu vas t'assurer qu'il y ait vraiment un arrimage entre ses attentes et les tiennes. La première chose. Parce que oui, c'est gratuit, oui, c'est une personne qui arrive avec son cœur, mais si c'est pas la bonne personne à la bonne place, ça pourrait causer des problèmes sérieux. Plus de dommages que de valeur même, à la limite. Exactement. Là. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, savoir recruter les bonnes personnes, les sélectionner et les accueillir. Donc, c'est là que j'arrivais tantôt. D'instinct, pour moi, c'était premièrement l'accueil, mais parce qu'on est dans la relation, mais le avant est aussi important. Donc, cet accueil-là est important parce que c'est une personne qui arrive de l'extérieur, qui est de passage et qui vient donner d'une façon très spontanée du temps ou une compétence. Et il arrive dans un milieu, bien souvent, qui est complètement étranger à ses référents, personnels ou professionnels. Donc, il faut prendre le temps de lui donner ce moment de s'acclimater et comprendre pourquoi il est là. Oui. Et je t'amène tout de suite vers la fin qui est quel a été l'impact de son geste. Ça, c'est important, hein? C'est important. La reconnaissance de ça. Oui, la reconnaissance, pas juste merci, mais c'est cool, mais grâce à toi, ça est arrivé. Puis ne pas sous-estimer la petite portion de chacun des gestes. Et entre ça, bien évidemment, de l'accompagner, de rester avec lui, de lui donner le cadre et l'entourage dont il a besoin pendant la prestation du bénévolat. Donc, pas juste. Maintenant, merci. Je suis rendu quasiment un spécialiste bénévolat 101. C'est quoi le ABC? On a eu un petit D dans le milieu qui s'est inséré, mais l'attraction des bonnes personnes, en bon français, le onboarding des gens, au début, comprendre la culture. Puis, c'est tellement important, je trouve, la célébration à la fin, mais vraiment de manière très claire et précise, nommer à l'individu quel est l'impact qu'il aura eu au travers notre cause, notre entreprise, qu'on a de besoin. Ouais. C'est une des choses qui est les plus gratifiantes, j'imagine. Ouais. Tu es bénévole, tu n'es pas là de manière pécuniaire. Non, tu y vas avec ton cœur pour avoir un impact sur la société. Bien, c'est ça que tu recherches. Il faut être en mesure de bien le nommer puis de te le redonner, cette partie-là. Exactement. Et on le voit comme un cycle. Parce qu'après ça fait que cette personne-là va avoir aussi le réflexe de faire d'autres expériences bénévoles, d'elle-même être attirée ou aller vers des causes qui lui conviennent. Okay. Tu peux régénérer ça, ce besoin-là de redonner puis de le refaire. Ouais. Je vais te reparler off-track. J'adorerais ça, prendre notre belle entreprise puis aller faire un projet. Moi, j'ai fait ça dans le temps chez Pratt & Whitney Canada. Quand je travaillais là, on était allé rénover une maison qui accueillait c'était des femmes en difficulté, je pense. Puis, il avait acheté une maison, puis il y avait besoin de gens pour changer le prélat, peinturer le mur. Et sur ça, j'avais adoré ça. Bien, je vais te reparler après. Avec J'aimerais plaisir, ça pouvoir... parce qu'on a le bénévolat d'affaires qui est une corde à notre arc qui est assez importante. Ah, bien, j'aime ça. Dans le plan stratégique chez GLM, là, on se l'est dit, on veut participer à minimum 2 causes sociales à chaque année. On vient de courir 80 km. 2 équipes qui ont fait 80 km fin de semaine passée à Bromont. Okay. Puis on a ramassé pour le club des petits déjeuners. Puis l'autre, c'était l'autre équipe. Je ne me rappelle pas c'était quoi. Là. Okay. Mais c'était important pour nous. Mais je vais garder contact sociale, avec toi de le faire. Puis ça a tellement un impact au niveau de l'entreprise. Oui. Sérieux, là, c'est une branche qui, moi, m'allume énormément. Ça a tellement été, cette expérience-là. Tu sais, je le vois un petit peu bénévole. On a ramassé de l'argent pour on a couru. On n'a pas été aidé, mettons, pour le club des petits déjeuners, servir, faire de la bouffe comme tel. On est allé courir 80 km, mais pour
le sentiment d'appartenance à l'entreprise, la cohésion d'équipe, apprendre à connaître mes collègues de travail dans un autre contexte, voir c'est qui va faire la bouffe, c'est qui va penser à amener telle chose, c'est qui en concours qui attend que tout le monde suive, c'est qui le premier qui s'en va en avant. Tu sais, tu vois la nature des gens dans un autre milieu. Moi, je le recommande à toutes les entreprises de se permettre ça une fois ou deux par année, de faire un bénévolat corporatif comme ça, organisé. Là, c'est les plus belles activités de team building que moi j'ai faites, honnêtement, c'était comme ça. C'est pas juste de se payer un voyage au Mexique et d'aller triper comme tel. Là, c'est une corde à votre arc après ça pour l'attraction des talents, parce que de plus en plus, les gens demandent c'est quoi vos valeurs sociales et qu'est-ce que vous faites d'une façon concrète, qu'on peut le démontrer. Donc, on peut pas juste cocher. Il y a une autre forme de bénévolat d'affaires aussi. Je ne vais pas prendre trop le temps d'antenne que tu avais pris. Ah non. Moi, j'ai toute la journée avec Geneviève. Là. Qui est du team building, qui est très, très bon aussi, très important. Il y a aussi cette contribution-là qui est de plus en plus valorisée des entreprises et des entrepreneurs, de partager leur expertise. D'une façon bénévole. Comme mentorat bénévole un peu. Exactement. On l'appelle, nous, le bénévolat de compétences ou le bénévolat de gouvernance quand on va vers des conseils d'administration, mais appuyé par l'employeur ou faisant partie du modèle d'affaires quand on est un entrepreneur. Donc, oui, on parle souvent du pro bono, du mentorat, c'en est des formes aussi, mais d'une façon un peu plus spontanée, plus large, nous, on facilite des rencontres entre les entreprises privées qui auraient avantage à prêter des talents pendant des mandats bien spécifiques, que ce soit de l'aide à la comptabilité, même de l'architecture, peu importe, pour aller donner un coup de main, un petit souffle aux organismes communautaires ou les OBNL qui ont mal à partir avec leur budget et n'ont pas non plus la capacité d'engager en un plus long terme ce type de talent-là. Absolument. Ils n'ont pas accès. Et dans le vice-versa, tu parlais du retour sur l'investissement de ce don-là. Ce type de bénévolat vient donner aussi un souffle sur l'apprentissage de tes employés ou de tes professionnels, parce qu'ils viennent appliquer leurs connaissances dans un milieu autre, dans un terrain autre, et ils reviennent parce qu'ils les apprennent carrément sur ce terrain qui n'est peut-être pas habituel. Ils reviennent avec des nouveaux skills, avec des nouvelles visions, beaucoup plus de créativité. Et peut-être mobilisé, même encore plus, et fidèle à l'entreprise. Exactement. Et la boucle continue. J'adore ça. Écoute, on va définitivement en reparler après. Il y a combien de bénévoles en ordre de grandeur que vous pouvez mettre en relation avec des organismes? Est-ce que vous entretenez, je dis n'importe quoi, mettons, 200 personnes au Québec qui vous ont dit hey, « moi, je suis prête à faire du bénévolat ». C'est quoi les chiffres un petit peu au niveau de l'organisation à l'heure actuelle? Donc, je vais te parler de Montréal, mais plus précisément, nous, on se concentre, on offre beaucoup de services sur toute l'île de Montréal, mais des services de proximité, on les fait un peu plus vers l'ouest et le sud de Montréal, mais on couvre. Je te dirais qu'on met en relation au moins 800 personnes. Non, c'est pas vrai. Je reviens. On facilite au moins 800 mises en candidature de bénévoles vers des organismes. OK. On a 500 membres. Par année, ça? Par mois. Ah, voyons donc. Wow, bravo, Geneviève. Par mois. Oui. Et on a 500 membres actifs organismes qui sont prêts à recevoir ou qui recherchent des bénévoles. Tu as 500 entreprises ou organismes qui payent un membership comme tel, qui sont avec vous quand même, là. À long terme. Donc, à tous les mois, ces 500 organismes-là, à tous les mois, il y a environ 800 personnes qui viennent leur offrir leur aide. Donc, c'est sûr que c'est un peu difficile de monitorer exactement le nombre de jumelages facilitants quand on est dans le mode numérique, parce que les gens ne sont pas toujours habilités ou n'ont pas toujours le temps de dire « oui, j'ai comblé avec vous », un peu comme Par contre, on fait du jumelage aussi en personne. Donc, on a des accompagnateurs, donc des conseillers en orientation, bénévoles, qui vont aider les gens qui, la plupart du temps, souffrent peut-être une fracture numérique ou qui ont juste envie de se faire orienter. À ce niveau-là, eux, c'est environ 70 du taux de placement qui fonctionne. Fait qu'on en place du monde. Quand même, là. On en place du monde. Par mois, c'est un volume auquel je ne me serais pas attendu. C'est juste le CABM. Imagine. On a d'autres organismes, on a d'autres câbles à travers tout le Québec et on en fait
On en fait de la Il facilitation. y a un similaire au CABM à Québec, à Trois-Rivières et autres, mettons. Oui, dans tout les... à fait. OK. Tout à fait. On agit différemment Oui. parce que la particularité d'un organisme communautaire, c'est qu'on module notre offre de services selon les besoins de la communauté dans laquelle on est. Oui. C'est sûr que le milieu montréalais est constitué d'une façon X par la structure communautaire et tous les organismes. Absolument. Mais nous, de cette façon, mais n'empêche, je peux te dire avec certitude qu'à travers le Québec, c'est ça énorme. Existe, ça. C'est énorme. OK. Puis il y a une collaboration entre ces différentes personnes-là, partagent des meilleures pratiques et autres. C'est comme une communauté, dans le fond, qui s'est bâtie. J'adore ça. Écoute, je reviens à notre chaque numérique. Oui. J'aimerais savoir, puis j'en avais parlé un petit peu d'avance, tu sais, autant pour optimiser, monitorer 800 mises en relation par mois, gérer 500 membres, répondre à des besoins qui sont en évolution de la part de vos membres, de vos clients aussi, j'imagine, qui viennent chercher des bénévoles. Comment est-ce que aujourd'hui, ou peut-être même demain, quelle est ta vision? Comment est-ce que le numérique pourrait encore mieux vous supporter dans cette création de valeur-là que vous apportez dans la communauté? Qu'est-ce que le numérique doit faire pour être encore plus supportant dans vos processus de mise en relation? Ce qui manque, justement, c'est il y a un petit angle mort, comme j'ai dit tantôt, sur une certaine mesure d'impact. OK. Donc, sans être intrusif, on a besoin de savoir le plus possible la retombée de ces jumelages-là. La mesure, là, comme telle. Exactement. Donc, je te dirais que ça, c'est l'angle mort. Qu'est-ce que le numérique pourrait faire? C'est aller chercher des façons ou que ce soit en gamification ou en facilitation de feedback. Bref, j'ai quelques idées. On va voir si on va pouvoir, on commence à utiliser nos nouveaux outils. Okay. Mais une de mes volontés, c'est ça, c'est qu'on met en place beaucoup d'outils pour mettre en place ces facilitations-là, ces rencontres-là, mais je veux être capable à très court terme d'en connaître l'impact, pas juste data en termes de nombre, mais en termes de retombées humaines, certains KPI qu'on cherche à savoir qu'est-ce que ça a facilité, est-ce que ça fait descendre, est-ce que ça a aidé à faire descendre une liste d'attente dans un organisme, est-ce que ça a aidé à je sais pas, dans certains groupes de population, dans une autre sorte de KPI qui serait important, c'est que on dit que ça fait briser, ça brise l'isolement. Est-ce que ça aide vraiment une certaine population, un groupe de personnes à avoir moins recours à certains services psychosociaux? Valider un indice de bonheur qui aurait pu être élevé. Ça, c'est un rêve. Je ne sais pas si on va y arriver, d'aller mesurer. On a le droit de rêver. Ça prend des rêveurs dans la société pour accomplir des beaux grands projets comme ça. Ou du moins, c'est le numérique peut nous libérer certaines tâches pour qu'on puisse, d'une façon humaine, aller le faire. Ça aussi, moi, je trouve tâches administratives, répétitives. Exactement. Fait que c'est une retombée collatérale où on se libère de certaines tâches et on va pouvoir aller un peu plus sonder le terrain parce que gérer des relations, je pense que je t'apprends rien. Ça prend du temps. Ça prend du temps. On est tellement sollicité, on passe notre temps à répondre à des demandes, à des questions. Donc, ma gang fait ça comme à 90 % de leur temps. C'est génial parce que c'est un des endroits, souvent, entretenir une relation où est-ce que même l'AI ne peut pas compenser. Non. Peut faciliter au début pour le booker, cette rencontre-là, pour gérer les horaires, tout le avant, mais le pendant qu'il y a un contact humain, une chaleur humaine, une créativité, une expérience de vie, une personnalité qui apporte ce côté-là, surtout dans le monde communautaire. Je pense pas que c'est remplaçable. Non, assurément mais ça pas. va nous aider. Ça nous aide. OK. Il faut libérer ce temps-là pour que ta gang puisse en faire encore plus, des rencontres. T'en as combien dans ta gang? On est 6. Quand même. On est 6. C'est une petite équipe. Fait que vous devez être efficace, là, solide pour faire 800 relations. Chaque... Il y en a beaucoup qui se font autonomes. Là. Non, mais quand même, là, tu sais que vous l'avez initié pour partir le bal, puis les rendre autonomes, c'était un travail quand même. Geneviève, on a ici le trophée René Lemay. René, en fait, c'est le premier employé de GLM. Quand GLM a été fondé, c'est notre premier. René, c'est un de mes idoles dans la vie. Je l'adore. Il travaille encore avec nous. Puis j'ai dit, tu vas travailler toute ta vie autant avec nous autres, autant que tu veux. Puis René, sans qu'on lui demande toujours, il y a toujours la culture du kilomètre additionnel. Il y a toujours, tu sais, voici ce que je fais dans ma job, puis je m'amuse, mais il est toujours en train de se poser la question, comment est-ce que je peux faire un petit coche de plus pour créer l'effet Disney, mettons, chez mon client?
Est-ce qu'il y a des choses que vous faites de votre côté, des initiatives que vous prenez au-delà de votre mission pour faire ce wow-là, soit chez vos membres ou les bénéficiaires de votre mission? En fait, ça se passe beaucoup dans les relations qui sont entre chaque membre de mon équipe avec soit ces bénévoles-là ou ces membres-là qui viennent vers nous ou qu'on va approcher, qu'on rencontre dans des salons ou dans des relations où on va allumer une étincelle. Je pense que c'est quelque chose d'assez particulier. Mon équipe a le don d'allumer des étincelles et d'amener les gens à dépasser leurs capacités par le bénévolat et par des nouvelles compétences de bénévolat. Donc, pour moi, les Stramers qu'on va chercher, c'est toujours, dans quelques rencontres qu'on a, c'est toujours d'aller chercher comment on peut accompagner pour que ça qu'il y ait plus d'impact et plus de relations. Donc, il n'y a pas une rencontre qui est pareille. Plus d'impact, plus d'impact. Comment est-ce qu'on peut aller chercher plus d'impact? Exactement. Donc, on a un organisme qui dit, bon, nous, on parlait tantôt d'organismes qui, par exemple, qui soutient les femmes en difficulté. D'accord. Donc, la première question que un membre peut venir nous chercher, nous demander, c'est bon, j'ai besoin de bénévoles pour telles actions, que ça soit rénover, évidemment, ça peut être quelque chose du genre, ou encore préparer les repas et trucs comme ça. Puis on va continuer à discuter, puis on va aller un peu plus loin. On va dire, OK, mais autre chose aussi, aurais-tu besoin, par exemple, je ne sais pas, moi, d'avoir quelques petites présentations courtes, mais pratiques auprès de vos bénéficiaires sur la santé sexuelle, sur la santé financière. Oui. Ah oui, ça serait une bonne idée. Mais écoute, on pourrait peut-être faire des appels à des bénévoles qui sont dans les milieux appropriés. Oui. Et apporter les cette expertise-là. Puis présenter d'une façon gratuite quelques petites... Donc, on va toujours chercher une façon d'aider d'une façon un peu plus... au-delà de ce que la personne va... J'aime ça. Puis moi, je m'engage là, une fois par année. S'il y a une expertise qu'on entretient au niveau de l'efficacité opérationnelle, de la transfo numérique ou de l'intelligence artificielle, qu'on peut amener dans une journée, une conférence, peu importe, avec vos membres. Tu sais, on le fait aujourd'hui avec les gens, avec Yapla. Pascal, c'est un ami, là, je l'apprécie beaucoup quand il nous a dit « Viens-t'en faire le podcast avec nous autres, en parler, rencontrer des gens, créer de l'animation dans la communauté, puis partager votre savoir-faire. » Ça me fait plaisir, je vais y être avec plaisir. Mais je trouve que la cause est tellement belle, noble, que ça me ferait plaisir s'il y a une autre organisation. Reviens vers moi, Geneviève, ça me fait plaisir. Je n'oublierai pas. Puis, peut-être autre question pour toi, pour finir le bal. Oui. Quelle question, c'est la question de l'inspecteur de police, là. Fait que ça, c'est tannant un peu, là. Mais quelle question je ne t'ai pas posée puis que j'aurais dû te poser? Je suis allé un petit peu moins dans le mode numérique parce que je trouve la cause est noble, elle est fun, puis je m'intéresse à ça. Puis tu sais, il y a un lien avec notre auditoire qui est beaucoup des entreprises. C'est les gens qui veulent contribuer, ils savent que vous existez, mais est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que j'aurais dû? Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir sur votre organisation, dans le fond? Sur notre organisation? Ouais, ou l'impact que vous avez, parce qu'on parle beaucoup d'impact là, sur la société. Est-ce quelque chose que je sais pas là, que je devrais savoir? Hey, ça, c'est une question assez quiz. Ouais. Je pense que ce que toi et tes auditeurs doivent savoir, c'est que tout organisme au BNL, au communautaire, est une entreprise en soi qui a autant d'humanité, pas plus, mais autant d'humanité que n'importe quelle entreprise. Mais notre mission sociale est un avantage. Est un lieu de créativité, c'est le meilleur lieu du monde pour travailler. C'est pour ça que j'ai choisi ce milieu. Mais en même temps, je pense qu'il faut, développer un peu plus de curiosité sur l'aspect professionnel de nos métiers. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est ça, ce que tu ne m'as pas posé, c'est quelles sont les spécialités, quels sont les outils professionnels que nos BNL utilisent qu'on ne soupçonnerait pas qu'ils utilisent pour leur mission. Geneviève, j'ai une question. Oui. Quels sont les outils bonne question. qu'un OBL utilise dans sa prestation de service et comme professionnel? C'est quoi les outils que vous avez à l'interne? Je suis curieux. Premièrement, un CRM. OK. Et tous les outils numériques qu'on utilise pour documenter, évidemment, tous nos liens, nos membres, les coordonnées, mais aussi pour travailler dans une collaboration interne.
pour aussi aider le transfert de connaissances et la postérité pour l'organisme. Tous ces outils apprenants qui se veulent agiles, parce qu'on veut nous aussi continuer à se développer, c'est pas grandir un chiffre d'affaires dans notre cas, mais c'est grandir notre impact. Oui. Donc, toujours notre recherche d'efficience et notre recherche d'agilité et de résilience dans nos outils. Donc, pourquoi qu'on était Variapla? C'est parce qu'il y avait cette capacité-là de continuer à croître, à développer, à aller tester des nouveaux outils et de faire des essais-erreurs aussi. Puis de voir les meilleures pratiques d'affaires qui peuvent être dans d'autres OBNL, justement, ou d'autres organismes. Oui, exactement. Parce qu'ils ont des défis similaires, des fois, d'entretenir des relations avec des membres. Exact. D'organiser des événements, de faire des mises en relation. As-tu entendu parler de Meshura? Non. Non? Qu'est-ce que c'est? Meshura, dans le fond, c'est une nouvelle app, dans le fond, qui est offerte via Yapla, qui a comme mission, en utilisant l'intelligence artificielle, de faire de la mise en relation. De prendre tous les membres d'une organisation, de valider qu'est-ce que les membres peuvent offrir, puis qu'est-ce que d'autres membres ont besoin. Avec des recherches vectorielles, avec l'AI, avec de la sémantique, de venir mettre « Hey, pour vrai, là, c'est avec ces 3 personnes-là que tu devrais parler, puis voici les 3 sujets de discussion. » Fait que c'est comme du maillage intelligent qui est propulsé par de l'intelligence artificielle. Fait que ça peut coller aussi un petit peu avec votre besoin. Vous en faites 800 maillages par mois. Il y en a qui sont autonomes, mais il y en a d'autres qui pourraient peut-être optimiser ou créer. Absolument. Fait que je t'encourage à continuer à découvrir la plateforme Yapla. Puis tout de suite après, je peux aller te présenter quelqu'un qui pourrait te parler de cette fonctionnalité-là avec Yapla. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont essentiels? Est-ce que vous utilisez de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle? On l'utilise plus au niveau de la recherche et de l'aide à la rédaction, faciliter, gagner du temps. Mon Dieu, moi, ChatGPT, c'est mon collègue c'est sûr, là. quotidien. Donc, gagner du temps dans certains processus, créer des formules et tout ça, tous les systèmes de gestion. Donc, oui, d'une façon un peu plus... sporadique, ad hoc, là. Exactement. Non, mais on ne l'a pas intégré dans nos opérations encore. C'est le défi, souvent. Oui. Pour vrai, moi, j'ai l'opportunité, je fais le plus beau métier du monde là, dans ma tête pour ma personnalité, là, de rencontrer 3, 4, 5 différentes entreprises à chaque semaine, de comprendre leur réalité, puis de faire un plan de transformation d'entreprise, autant modèle d'affaires, les outils numériques, la culture, plein de différents points. Mais 80% des gens avec qui je parle présentement, aujourd'hui, le 21 octobre 2025, ils sont à utiliser ChatGPT pour faire des courriels puis analyser des rapports. Puis peut-être des fois se faire un formulaire. OK, j'ai besoin d'un formulaire pour faire ça. Il faut que je fasse whatever. Puis ça, c'est très ad hoc. C'est parfait. C'est comme le début un peu de la culture numérique au niveau de l'AI. Qu'on l'expérimente, mais le grand défi, c'est le fun. C'est là qu'on accompagne souvent les entreprises dans notre programme en AI. C'est d'intégrer l'intelligence artificielle au cœur des processus d'affaires. On peut pas prendre, mettons, les 6 personnes qu'il y a dans ton équipe, puis les asseoir devant une page comme Google Search, puis lui demander, faites votre travail de maillage en utilisant une barre de recherche. Ah non, mais c'est ça. C'est ça marche pas de même, là. Mais tu arrives à un point qui est culminant, parce qu'en ce moment, le sens de notre relation, c'est le bénévole qui cherche du bénévolat et soit seul ou avec de l'aide, il passe à travers une banque d'offres. Et les organismes communautaires, eux, se mettent disponibles et affichent leur offre. OK. Mais là, dans ce sens-là, c'est le bénévole qui vient appliquer, mais on est en train de mettre tout en place avec toutes les données qu'on est en train de collecter et les outils qu'on est en train de mettre en place avec Yapla, éventuellement, j'espère, à très court terme, être capable de faire dans le sens inverse, puis dire « Hey, Martin Lemire, tu as dit que tu avais telle aspiration, tu as tel talent, telle disponibilité, telle envie de faire telle chose. Ça tombe bien parce qu'il y a 2 organismes en ce moment qui cherchent quelqu'un comme toi. Voici. Mais c'est pas vrai que mon équipe peut faire ça en ce moment au quotidien. C'est tellement beau ce que tu me dis, là. Je vais essayer de battre ce
podcast-là durant la journée, là, je te le dis, je viens de trouver la solution à ton problème. Il n'y a pas de problème dans la vie, il y a juste des opportunités d'amélioration. Voilà. Ça, c'est clair. Là. Moi, le soleil se lève le matin puis j'ai le sourire dans le visage en me réveillant. C'est sûr, je veux aider pour que vous ayez encore plus d'impact. Sérieusement, tu devrais regarder l'application qui s'appelle Meshura dans Yapla. Je vais, en finissant le podcast, aller avec toi te présenter à la bonne personne aujourd'hui au bon kiosque. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi, Geneviève. Je connais maintenant beaucoup mieux ton organisme, cette mission-là. Je trouve ça beau de savoir qu'il y a 800 quand même mises en relation qui se font par mois, juste sur l'île de Montréal, des gens qui redonnent du temps par désir, puis que c'est pas de manière pécuniaire, puis qui vont rechercher une belle gratification personnelle. Je trouve que c'est hyper beau, c'est important dans la société. Donc, continuez votre mission. Good job, puis on se revoit bientôt. Bravo. Merci. Salut Geneviève. Salut. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil, acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.